Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui pour Instant Géopo. Nous recevons encore l'immense Boubacar Estraoré qui nous fait l'honneur de venir disséquer la géopolitique malienne ou même sahélienne ici sur notre plateau. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Mali. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des lieux des pourparlers ou des négociations. C'est selon la vision de tout un chacun. Donc, des pourparlers maliens qui ont lieu à Alger entre l'État central du Mali et les groupes dits rebelles qui ont pris les armes au nord du Mali. Alors, comment ça se passe qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ben, comme la dernière fois, je vous ai expliqué, c'est-à-dire le gouvernement malien sur ce coup-là n'a pas droit à l'échec. Ça, c'est la première chose que je veux rappeler parce que il faut se dire la réalité. Le Mali est toujours menacé de disparition. Ça, c'est lié effectivement à beaucoup de problèmes qui se trouvent dans la zone. Mais effectivement, je vais employer le terme pour parler. Et si vous le permettez, moi, je vais essayer de répondre à une série de questions que je me suis posées et que sans doute beaucoup de nos compatriotes se posent. La première question, c'est de savoir tout naturellement comment le gouvernement malien actuel a fait pour en arriver là. Je pose cette question-là parce que, à mes yeux, le problème était réglé. Le problème était réglé dans la mesure où, souvenez-vous, depuis les accords de Tabraset en 1991, en passant par le pacte national de 1992, jusqu'aux accords préliminaires de Ouagadougou, notamment l'appel d'Alger de 2013, d'avril 2013, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit effectivement que l'intégrité territoriale du Mali ne sera jamais remise en cause. Et je ne vois pas un seul groupe armé qui n'a pas signé ce document-là, ces documents-là. Donc aujourd'hui, je me demande comment il se fait qu'on se retrouve encore dans des histoires à discuter sur le fait qu'il y aurait une régionalisation, régionalisme. Moi-même, je ne me retrouve plus dans les termes. Avant d'avancer, donc Oui. vous dites que tous les groupes, tous les protagonistes de ces pourparlers à Alger sont d'accord sur le principe de l'intégrité du territoire malien. Oui, et je rajouterais même que l'ensemble de la communauté internationale est témoin de cette situation-là. Dans ce cas, les discussions ont lieu autour de quoi précisément? Ben justement, Je parle pas des raisons officielles. Hein. oui, Je parle pas des raisons parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Nous ne savons pas forcément ce qui se passe entre quatre murs une fois que les gens mandatés aussi bien par le Mali que par les groupes rebelles sont en discussion. Mais vous, certainement, qui avez des oreilles quelque part là-bas, sur quoi officieusement on est en train de discuter à Alger? ben justement, c'est-à-dire vous aurez remarqué comme moi que nous nous apprêtons à aller au cinquième round, ce qui est quand même beaucoup déjà. Il y a déjà une certaine exaspération, notamment de la part de tout le monde, et une certaine incompréhension. Et on parle dorénavant de janvier 2015. Ça fait un bout de temps que cette histoire dure. Effectivement, si je suis ma logique, en disant comment le gouvernement a fait pour en arriver là, c'est une bonne question dans la mesure où, pour moi, le problème il était réglé, comme je l'ai dit. Eh bien, le gouvernement en est arrivé là, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que tout simplement, on n'a pas pris le soin de préparer un document de négociation. J'ai dit simplement que les mots avaient leur sens. Nous utilisons trois mots dans ce contexte-là. Il y a d'abord le mot médiation. La médiation qui est portée par les Algériens, qui eux ont un rôle de facilitateur, c'est-à-dire permettre à ceux que les Maliens se parlent entre eux et qu'on arrive à trouver un accord de paix durable. Ça, c'est la médiation. Ensuite, il y a la réconciliation. La réconciliation va à peu près dans le même sens, c'est qu'il faut que les uns et les autres se donnent la main pour aller ensemble. Et ensuite, le mot le plus important, qui est la négociation, c'est sur des bases que chacun défend, chacun amène ses arguments, on discute là-dessus, où au final, on voit s'il y a satisfaction de part et d'autre. Le mot le plus important qui constitue la négociation, il faut se dire la réalité, c'est que le gouvernement malien n'est pas dans une logique de réconciliation et de négociation, excusez-moi. Parce que quand vous prenez, il existe bien évidemment un ministère chargé de la réconciliation, il existe un haut représentant du chef de l'État chargé du dialogue, mais on ne retrouve nulle part la notion de négociation. Alors que nous sommes dans une négociation. Une négociation fait appel notamment à la mise en place de structures spécialisées, à la rédaction de documents clairs, et c'est avec ces éléments-là qu'on se rend à une négociation.
Avant de couper encore, parce qu'il faut permettre aux gens de comprendre, vous dites beaucoup de choses intéressantes. Et donc, vous dites que le groupe des négociateurs mandatés par l'État central du Mali est arrivé à Alger sans document préétabli. Bien sûr. Mais Bien sur sûr. quelle base alors ils vont négocier? Sur un document fourni par le collectif des groupes rebelles ou fourni par l'Algérie? Ben, votre question est très intéressante parce que moi j'ai une autre frustration, c'est le fait qu'on dit que les négociations actuelles porteront sur la base de tous les documents depuis 1991 jusqu'à ceux signés en 2006. Entre-temps, n'oublions pas que l'environnement géostratégique et géopolitique a changé. On ne peut pas aujourd'hui se baser sur ce qui a été signé en 1991 pour décider de ce qui va se passer en 2014. Ça, il faut être clair là-dessus. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous nous sommes lancés à toute vitesse dans des effets d'annonce en disant effectivement qu'il va y avoir sans doute une modification constitutionnelle, qu'il va y avoir des réformes au niveau territorial, et notamment dans le domaine de la décentralisation, qu'il y aura des élections au suffrage universel direct pour les présidents de région. Je dis tout ceci ouvre un autre problème parce que la seconde question qui m'arrive à l'esprit, c'est de savoir qui va payer tout cet argent. Vous imaginez bien que toutes ces réformes font appel à des milliers de milliards que le Mali n'aura jamais de moyens de payer. Et la communauté internationale, sous la transition, avait fait une promesse d'environ 3,5 milliards d'euros. Bon, ce serait déjà naïf de compter sur les 3,5 milliards d'euros parce que les promesses ne sont que des promesses. Si nous arrivons à avoir 50% de cette somme, je dirais que nous sommes gagnants. Déjà, vous parlez de 50%, il faut rappeler que cette somme-là, ce n'est pas du cash, ce n'est pas du numéraire, il y a beaucoup de choses, il y a des réductions de dettes, il y a des effacements d'ardoises de dettes, il y a de l'investissement, c'est assez hétérogène, c'est pas quelque chose d'homogène, c'est pas quelque chose de francs CFA en 3, de billets en euros. Et donc là aussi, il y a certainement eu un effet d'annonce négatif, il y a aussi une mauvaise communication autour, c'est comme aussi les 5500 milliards de IBK ramenés de Chine. Là encore, nous avons eu l'occasion d'en parler ici dans les blabla sensés. Ce n'était pas de l'argent frais, ce sont des promesses d'investisseurs chinois. Et donc chaque fois que le Mali est en face de ces grosses sommes dites de promesses ou de dons, il y a une mauvaise communication. La preuve en est où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est fait accueillir en rockstar à l'aéroport Sénou de Bamako. Tout ça, ce sont des choses en fait qui mettent les Maliens dans l'erreur. Et donc pour revenir à la promesse de don de 3,2 milliards obtenue par le Mali à Bruxelles par le président Dioncounda Traoré, jusque-là on n'a pas vu la couleur de cet argent-là. Et le Mali continue de s'endetter parce que si je lis entre les lignes aussi, les pourparlers d'AG ont un coût. Le Mali n'a pas encore payé son ardoise et est en train de s'endetter. Et les réformes dont vous parlez aussi ont un coût. Et il y a une communication du gouvernement qui consiste à mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'effectivement, j'ai eu le Premier ministre Moussa Mara qui m'a dit les mêmes choses à travers une interview. On a eu le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Mahamadou Kamara, qui a aussi parlé de certaines choses qui arriveraient, qui seraient consécutives à un accord définitif. Donc, soit le Mali sait ce qui va se passer, soit ça a un coup d'épée dans l'eau. Ben justement, c'est-à-dire moi, je me questionne beaucoup effectivement sur le fait que comment tout ça va être financé, parce que nous n'avons en réalité même pas la conscience de ce que nous disons. Parce qu'effectivement, je reviens toujours au point de départ en disant que nous n'avons pas de documents pour négocier. Aujourd'hui, ensuite, il faut identifier les acteurs avec lesquels nous négocions. En tout cas, il y a quelque chose, moi, qui me paraît un peu assez bizarre dans cette histoire, c'est que les personnes avec lesquelles nous discutons ont signé des documents. Aujourd'hui, ces signatures ne sont pas respectées. Ensuite, lors de la crise de 2012, on a vu le vrai visage de la plupart de ces personnes-là qui sont de mèche avec les terroristes, qu'on se dise clairement la réalité, et qui jusqu'aujourd'hui continuent justement à informer et à mettre au courant les terroristes d'un certain nombre de choses. Le 20 novembre 2012, j'étais à une conférence de presse du MNLA ici à Paris, je crois que c'est dans le 6e arrondissement, où il y avait toute l'intelligentsia du MNLA, à savoir Bilal Ag-Sherif, Moussa Aga Tayar, Moussa Aga Assari, Mahamadou Djiri Maïga, et leur ouvreur de porte Pierre Boilet, François Alfonsi,
où il a été clairement posé la question, un journaliste a posé la question au MNLA, est-ce que c'est vrai que vous avez fait un mariage de raison avec Ansardine qui est reconnu sur le plan international comme un mouvement terroriste? Ils ont dit oui. Et la seule chose qu'ils auraient demandé à Ansardine comme condition pour faire ce mariage de raison, c'était de renoncer, je crois, au djihad ou quelque chose comme ça. Donc en fait, le MNLA, comme vous le dites, hein, fait clairement allégeance au groupe terroriste. D'ailleurs, il utilise régulièrement des intérimaires de ce groupe terroriste-là, parce que le MNLA, en tant que tel, n'a pas de combattants par centaines, par milliers, donc fait recours aux intérimaires de Moudjao, de Ansardine, de Akmi, et même des Pakistanais ont été vus au Mali. Et donc, quand vous dites aujourd'hui que le Mali n'a pas conscience des propos qu'il tient, que le Mali discute avec des gens dont le vrai visage est connu, est-ce que c'est de l'insouciance ou est-ce que les responsables maliens sont des irresponsables? Justement, je pense que le problème qui se pose, c'est-à-dire, à un certain moment, vous avez fait allusion justement au problème de communication au sein du gouvernement. Ce problème-là au nord du Mali, je pense qu'on aurait dû sérieusement travailler là-dessus, que ce soit au Mali et que ce soit dans l'espace sahélien. Tout ceci résulte, à mon niveau, à mon avis justement, du fait qu'il n'y a pas un travail sérieux un travail sérieux n'a pas été mené sur cette zone-là. Vous parlez de mariage de région, de raison. Moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des liens tellement solides qui se sont construits entre certaines tribus locales et des terroristes. Il y a eu des mariages entre eux, il y a eu pas mal de liens qui se sont créés. Et aujourd'hui, ces gens-là, justement, discutent avec ces terroristes-là qui sont pour la plupart dans le sud libyen. Donc nous, on aurait dû avoir un regard sur tout ça, élaborer un document de travail pour aller avec ce document-là à Alger en vue d'une négociation et pas simplement d'une réconciliation. Ensuite, je vous rejoins dans le fait qu'il y a défaut de communication. J'irai même plus loin. Ce n'est pas simplement un défaut de communication, c'est un défaut de coordination des actions. Vous savez, les questions de paix, ce n'est pas simplement une histoire de papier. C'est aussi une histoire de leadership. Aujourd'hui, on aurait préféré avoir que ce soit le président de la République en premier lieu, ou soit le chef du gouvernement qui a quand même en charge la conduite de la politique intérieure, prendre le leadership sur ce dossier-là et informer les Maliens et qu'il y ait de la cohérence. À chaque pourparler, on a des versions différentes au niveau du gouvernement malien. Rappelez-vous, le dernier document que le président a finalement refusé, quand le document est sorti, nous avons eu le ministre des Affaires étrangères qui s'est dit satisfait du document. Ensuite, ça a été relayé par le ministre de la Communication qui a été dans le même sens. Et finalement, il a fallu que le président dise, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce document. Donc déjà, tout ceci n'est pas sérieux. De l'autre côté, on a un Premier ministre qui à peine s'intéresse à la question. Ou s'il s'intéresse à la question, c'est peut-être un peu pour mettre de l'huile sur le feu. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Quand vous voyez dans la déclaration de politique générale, où on dit clairement qu'aucun ex-combattant issu de groupes armés ne sera réintégré dans l'armée malienne, et que finalement, on transforme même le DDR, qui est désarmement, démobilisation et réinsertion, en rajoutant la partie réintégration, je pense que quelque part, il faut se ressaisir. À la rigueur, marquer un temps de pause, prendre le temps de construire une équipe capable de réfléchir justement sur la question, élaborer un document de travail et aller avec ce document-là en vue des négociations. C'est tout ce que le gouvernement malien a à faire. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire quand on reprend tous les accords qui ont été signés, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû simplement, c'est-à-dire l'accord de 2006, les accords d'Alger de 2006, qui ont été des accords tellement contestés que beaucoup de gens n'ont même pas pris le temps de lire, mais qui pour moi sont des accords qui constituent la continuité du pacte national qui a quand même été le meilleur accord signé jusqu'à nos jours. Dans les accords d'Alger de 2006, il y a des choses très intéressantes, notamment qui concernent le développement de la région de Kidal. Vous savez, je profite aussi pour dire que Kidal n'est pas interdit d'agriculture. Il y a des zones à Kidal qui sont parfaitement cultivables et qui peuvent vraiment être des zones de développement très très importantes. Je dirais même que certaines parties de Kidal sont mieux loties que certaines parties du pays d'Ogon. Donc, dans cette histoire-là, il faut aussi situer certaines responsabilités.
Il faut que la population locale s'engage sur la voie du travail. Et il faut amener des programmes de développement chiffrés afin qu'on sache où on met les pieds. Et justement, les accords d'Alger avaient prévu tout ça, les accords de 2006, où il y a un plan d'investissement de 700 milliards qui avait été décidé. Et on avait même commencé à avoir certains fonds de la communauté internationale pour mettre tout ça en marche. On abandonne cet accord-là et aujourd'hui on veut venir avec un nouvel accord qui en réalité, je vous le dis clairement, n'apportera pas de paix définitive au Mali parce que tout simplement le problème du fond reste entier. La réalité est que tout ce qu'on dit, que ce soit la régionalisation, que ce soit ceci ou cela, et d'ailleurs, moi je m'oppose farouchement au fait qu'on approfondisse la décentralisation. Écoutez, c'est-à-dire la décentralisation, le Mali a commencé la décentralisation à partir de 1993. Nous n'avons pas atteint l'objectif. Les choses sont en cours, c'est un processus. Comment voulez-vous que, alors qu'on n'a même pas atteint notre objectif, on va encore venir pour modifier des choses qu'on n'a pas atteintes? Et je pense qu'on est tout le temps dans ce processus-là. Je vais vous donner un exemple précis de ce processus du fait qu'on ne termine pas les projets et on veut rajouter d'autres choses là-dessus. Récemment, il y a eu des journées sur l'industrialisation de l'Afrique. Mais comment voulez-vous que des pays comme le Mali, qui n'ont ni la maîtrise de l'électricité, ni la maîtrise de leur propre agriculture, veulent passer à l'industrialisation? Donc c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on veut approfondir quelque chose qu'on n'a même pas maîtrisé. La décentralisation au Mali, on sait que le problème, c'est le transfert de compétences financières aux collectivités locales, qui n'est pas du tout une réalité. Atteignons d'abord ces objectifs-là, et s'il faut approfondir, on peut approfondir. Le gouvernement aurait dû, en tout état de cause, venir aux négociations avec des principes en disant, écoutez, nous allons suivre le rythme normal de la décentralisation sans perturber qui que ce soit. Il y a des choses qui sont prévues, notamment le passage à 20 régions, que je soutiens bien évidemment parce que ça permettra à ce que certaines populations soient mieux représentées et ensuite qu'on aille doucement dans les choses, mais en ne quittant pas ces principes. La seule nouveauté aurait dû constituer justement le renforcement de certains projets dans la région de Kidal et dans d'autres régions comme Ngaou, Tombouctou, avec des objectifs chiffrés. Ni moi, ni vous, aujourd'hui, n'est capable de dire combien tout cela va coûter. Et je vous dis clairement que ces accords-là n'apporteront pas de paix au Mali. On va simplement encore susciter de la fausse joie chez la population malienne pour qu'on revienne encore sur les mêmes questions dans 5 ou 10 ans ou même mois. Je veux revenir sur deux choses. Déjà, d'une, en ce qui concerne le développement des régions nord, il y a eu beaucoup de programmes. Et d'ailleurs, au Mali, on a tendance à entendre le mot projet. Tous les gens qui finissent avec un bac plus 4 à l'ancienne ENA ou à l'ENSUP sont à la recherche de boulot dans le privé. Ils visent les projets. Parce que, en fait, les bailleurs de fonds, ceux qui aident le Mali, les institutions financières ont beaucoup apporté de l'argent au Mali pour le nord. Sauf que cet argent-là est géré par le pouvoir central en complicité avec certains ressortissants du Nord, dont des Touaregs ou des Arabes. Et il y a toujours eu une malversation. Ni l'État malien n'a poursuivi ces gens, ni ces gens ne se sont plaints. Et c'est le pauvre Touareg aujourd'hui qui se reconnaît peut-être dans la lutte du MNLA ou du MAA qui en pâtit. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir la façon de redistribution des ressources à travers ces projets-là qui sont quand même financés à coups de milliards? J'ai lu un document où on parle, depuis l'avènement de la pseudo-démocratie au Mali, de 5500 milliards de francs CFA dépensés pour le Nord, dont les populations du Nord n'ont jamais vu les couleurs. Mais il y a eu de nouveaux riches quand même dans les populations du Nord qui n'habitent plus le Nord, qui habitent Bamako, qui sont dans d'autres capitales africaines ou occidentales. Et donc ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, est-ce que ce ping-pong diplomatique aujourd'hui à travers ces négociations, ces blocages, ces retours, ces cinquièmes rondes, est-ce que ce n'est pas du temps politique en faveur des groupes terroristes au Nord qui sont en train de négocier avec le Mali? Est-ce qu'à un moment donné, le statu quo qui est celui de Kidal et sa région aujourd'hui, si rien n'est fait, il va y avoir des naissances, il va y avoir des mariages, il va y avoir des habitudes. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, si le statu quo demeure, un beau jour on ne va pas nous dire bon bah finalement vous voyez vous êtes c'est pas plus mal que ça, on va officialiser cette façon de faire là avec le MNLA qui va gérer
ces endroits-là, parce que la vérité, c'est que l'État du Mali, à travers son armée, son administration, est quasiment absente de toutes ces régions-là aujourd'hui. Et donc, même s'il y avait un accord aujourd'hui, vous êtes pessimiste par rapport aux clauses de cet accord-là, même s'il y avait un accord de signer, est-ce que aussi bien la communauté internationale qui n'a pas forcément la volonté, l'État malien qui n'a pas les moyens, qui peut obliger aujourd'hui les groupes armés du Nord à respecter un deal qu'ils auraient même signé à Alger? Justement, c'est-à-dire, il y a plusieurs questions dans votre raisonnement. Je pense que, effectivement, dans la région de Kidal, bon, on peut toujours faire mieux, hein, mais il y a des choses qui ont été faites. Notamment, il y a des infrastructures qui ont été réalisées, et effectivement, Kidal est devenue la 8e région. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y avait une part de cette responsabilité-là qui devait être assumée par les populations locales. N'oublions pas qu'au niveau de Kidal, il y avait des élus locaux et il y avait une administration qui fonctionnait. Et ces élus locaux appartenaient justement à la communauté Touareg. Personne ne les a empêchés, justement, d'utiliser les voies légales pour susciter le développement de leur région, comme beaucoup l'ont fait. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'État malien est accusé de quelque chose dont il n'est pas spécialement le responsable. La responsabilité de l'État, c'était de donner les moyens, justement aux Kidalois, de pouvoir s'émanciper et de pouvoir développer leur région. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez, dans cette question, il y a beaucoup de questions liées à la culture. Vous savez que c'est l'une des régions où l'esclavage demeure encore. L'ONU a recensé environ 21 millions d'esclaves dans le monde et nous savons que dans cette partie de l'Afrique du Nord, et nous, notre Nord, en fait partie, il y a ces questions-là. Il y a des mentalités, justement, qui sont venues se radicaliser avec l'arrivée de la démocratie, parce que tout simplement, les chefs locaux n'ont pas accepté à ce que le bulletin de vote remplace leur influence. Parce qu'avant, ils avaient la possibilité de désigner des gens pour des tâches bien précises. Maintenant, ce n'est plus le cas avec la démocratie, c'est la démocratie qui désigne. Donc, il y a tous ces équilibres culturels à prendre en compte. Ensuite, bien évidemment, il y a le fait que les groupes armés sont actifs sur le terrain. Et le fait qu'ils ont de la liquidité liée au trafic. N'oublions pas que dans cette zone-là, les droits de passage concernant les produits de contrebande s'élèvent parfois jusqu'à 10%. Et on voit que la femme qui a un rôle central dans ces zones-là sont chargées justement de collecter ces impôts-là ou ces droits de passage et qui ensuite déversent l'argent au sein de la communauté. Donc bien évidemment, au niveau de la dépense dans cette zone-là, ils sont beaucoup plus visibles que l'État. Mais je dis clairement, l'État a joué son rôle. Ensuite, dans votre raisonnement, justement, vous avez aussi fait ressortir le fait que les gens risquent d'aller se réfugier entre les mains du MNLA et de finalement faire confiance au MNLA plus qu'à l'État. Mais justement, dans cette zone-là, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées et qui ne sont pas du tout dans la logique du MNLA. Bon, maintenant, il faut que l'État puisse être capable de leur donner les moyens de s'exprimer et de surtout faire savoir qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, notamment à élargir le champ de la discussion, faire intervenir les gens qui ont géré notamment ce dossier-là par le passé, voir un peu comment on peut réunir les synergies afin qu'on puisse mettre fin à cette histoire. Parce que tout simplement, la question des populations locales me fait aussi intervenir sur la question des réfugiés et des déplacés internes. On compte environ 300 000 déplacés internes qui ont quitté leur zone du nord pour venir vers le sud. Et on compte environ 200 000 réfugiés qui sont dans les pays voisins. Aujourd'hui, qui prend clairement en charge ces gens-là? Et on sait que la question des réfugiés est une question tellement cruciale qu'il faut faire beaucoup attention. Moi, je regrette beaucoup que finalement, qu'on ait simplement un ministère de la réconciliation. On aurait dû peut-être créer un ministère de la réconciliation et un ministère chargé justement des réfugiés, parce que la question des réfugiés est une question cruciale. Donc tout ceci pour vous dire effectivement que nous avons l'obligation aujourd'hui de travailler sérieusement sur cette question, parce qu'en réalité, je le dis et je le répète, ces accords-là n'apporteront pas de paix au Mali. Je le dis clairement, ça n'apportera pas de paix au Mali parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus.
Très bien. Merci Boubacar Traoré. Merci de nous avoir apporté ces analyses-là par rapport aux pourparlers intermaliens qui ont lieu en ce moment à Alger. Merci à nos spectateurs et à dimanche prochain. Merci.